Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau débat consacré ce soir à la fin du cumul des mandats. C'est imminent, à partir du 1er juillet prochain, les députés ne pourront plus être simultanément à la tête d'un exécutif local. En clair, fini les députés maires. Cette réforme, c'est un coup de pied dans la poudrière, tant le cumul de mandats était ancré dans les mœurs de nos politiques. La France suit l'exemple de ses voisins européens, se réjouissent les partisans de la moralisation. D'autres, au contraire, alertent sur les limites de la réforme. Exercer un mandat local permettait aux parlementaires de garder contact avec le terrain. Avec nous pour en discuter, Pascal Poireau, vous êtes entrepreneur, candidat aux prochaines élections législatives dans la 2e circonscription des Yvelines. Erwan Le Gall, vous êtes premier adjoint au maire de Maurepas. Et Olivier Pluhen, vous êtes maître de conférences en droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Pascal Poireau, il était urgent de faire cette réforme ? Oui, je pense qu'elle aurait même dû être faite il y a bien longtemps. Parce que, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on va revenir, mais je pense que notamment pour les mandats nationaux, on pourra y revenir, je pense que la nation mérite qu'un député s'en occupe à 100%. Voilà. Et ne partage pas son temps avec un autre mandat. Et ne partage pas son temps avec un autre mandat. Erwan Le Gall, vous avez une réserve. Est-ce que ce lien avec le terrain avait des vertus ? Oui, alors il y a des vertus. En premier, je voulais quand même dire que c'est toujours extraordinaire que l'État, c'est son rôle, s'immisce aussi dans les institutions. C'est son devoir. Mais là, encore une fois, il s'immisce pour dire qu'il faut stopper le cumul des mandats. Si quelque chose qui était en désaccord complet avec le système, les électeurs sont là pour en juger. Et jusqu'à preuve du contraire, tous les députés maires ont été réélus ou alors non réélus. Voilà, et ça s'appelle la démocratie. Donc ça me gêne aussi, parce que c'est-à-dire que, encore une fois, on s'immisce dans un système. Et la deuxième chose aussi, on en reviendra après, sur le cumul des mandats, là c'est sur une position député-maire, mais il y a autre chose, il y a d'autres. Bien sûr, mais il y a aussi le cumul sur la longueur, et ça, il va falloir aussi en discuter. Après, on y reviendra juste après. Ma réserve, oui, évidemment, je trouve que l'ancrage local est important, vraiment. C'est pas une mauvaise loi. Pour moi, si on est d'accord avec cette loi, alors j'aurais souhaité qu'on aille encore plus loin dans la démarche. Vous nous le direz juste après. Olivier Pluhen, justement sur cette loi, ça a été évoqué la première fois sous Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Du coup, ça traîne dans les tuyaux depuis assez longtemps. Oui, c'est-à-dire que 2 commissions se sont prononcées sur le sujet. La commission dite Balladur qui a conduit à la révision constitutionnelle de 2008, qui a modifié la moitié de la Constitution, et la commission dite Jospin sur la déontologie de la vie publique, sachant qu'en réalité c'est un sujet qui est encore plus lointain, puisque ces commissions se sont inspirées de ce qui se fait dans d'autres pays. C'est ça, parce que la France était un peu à la traîne, il faut le dire. On va dire qu'elle n'est pas en avance sur beaucoup de choses. Elle était en avance sur certaines institutions, le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, elle a beaucoup de retard en la matière. Il en va de même pour le cumul des mandats. Pourtant, en termes d'avance, la France a affirmé dès 1789 que les députés étaient bien les représentants de la nation et n'étaient pas liés par un mandat impératif. Parce que ça, c'est une subtilité importante. Les gens l'oublient peut-être, mais les députés, être député, c'est un mandat national. Voilà, c'est un point important. Pascal Poireau, là-dessus. Oui, alors, ce qu'il y a dans ce débat, le non-cumul des mandats est un moyen. Il faut aussi donner quel sens il a, ou quel but il recherche, quel objectif il recherche. Aujourd'hui, je pense que le sens qu'on doit donner à ça, c'est qu'est-ce que c'est que faire de la politique ? Qu'est-ce que c'est qu'un engagement politique et dans quelles conditions on peut le remplir correctement. Et donc le non-cumul est un moyen. Et là où je rejoins Monsieur Le Gall, c'est que c'est presque dommage d'avoir été obligé de faire une loi pour en arriver là. Parce que, un peu comme les Britanniques disent, il y a la hard law et la soft law. Donc, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on est obligé de rendre quelque chose légal, ou quand les acteurs d'un marché, ou les acteurs d'une organisation, ou les acteurs d'une association professionnelle se donnent un code de bonne conduite.
Mais on a besoin de règles, en fait, pour... on a décrié l'absence des députés à l'Assemblée, les parachutages, etc. On est quand même dans une ambiance de défiance forte, donc on a sûrement besoin de règles. Exactement, mais c'est parce que les acteurs en place n'ont pas su adopter un code de bonne conduite ou des comportements vertueux pour mieux remplir leur mission qu'à un moment, le législateur s'est dit, il faut en passer par la loi pour y arriver. Erwan Le Gall, c'est la faute de nos députés, de nos sénateurs qui ne sont pas de bons élèves ? Si vous pensez que depuis être député maire, mais uniquement député, ils vont siéger pleinement à l'Assemblée et il n'y aura pas de parachutage, franchement. Non, je crois que là où il y a... Tout à l'heure, je disais qu'on n'est pas allé assez loin dans la démarche, c'est qu'il y a un problème de rémunération aussi. Je pense que... Enfin, je ne pense pas. C'est pas assez cher rémunéré ? Mais bien sûr. À un niveau de maire sur des strates d'habitants, entre 20 et 40 000, comment voulez-vous qu'il allie ça avec une fonction professionnelle ? Moi, je le vis sur une strate d'en dessous de 20 000 à 19 200 habitants, avec le maire qui s'est pleinement engagé sur la ville. Mais pleinement engagé, mais la rémunération d'un maire sur cette strate... C'est combien la rémunération d'un maire ? C'est 2000 et quelques euros bruts. Donc il faut avoir une fonction ou alors vous allez professionnelle chercher, à côté. Ou alors vous allez chercher d'autres fonctions électives pour suppléer à ça. Et c'est ce qui se passe, et même à tous les niveaux, parce qu'il ne faut pas se tromper, même un adjoint, lorsqu'il a des indemnités, et ce n'est pas un salaire, c'est des indemnités qui viennent se dégreffer par rapport à son absentéisme s'il est salarié. Donc en fait, quand vous mettez en cumul, ça fait, pour une fois, un cumul à zéro. La variable, elle est de zéro. Voilà. C'est votre cas, hein. Vous avez... moi, je suis chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise alors, et donc, en plus c'est du chiffre d'affaires en moins, parce que je ne fais pas mon activité commerciale. Voilà. Mais bon, ça, c'est... après, c'est une volonté, c'est un choix. Oui, mais c'est un exemple intéressant. Mais il y a beaucoup d'élus en France. Peut-être trop. Et c'est là où il fallait aller plus loin. C'est-à-dire moi, j'ai été chercher les ratios. Le taux de représentativité d'élus par habitant, on est 1 pour 104 en France. En Autriche, on est 1 pour 209, et je vais jusqu'en Irlande, 1 pour 2336. Alors, c'est d'autres systèmes, mais vous voyez bien que la variable, elle est quand même énorme. C'est-à-dire que ça devient... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ça veut dire que ça devient un métier. Et ça veut dire que c'est un métier... Faire de la politique devient un métier. Noble. Non, mais dans le sens noble. Lorsque je dis, c'est on se sacrifie pleinement à un mandat ou deux. Et c'est pour ça que je dis dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Ou alors... passer à un stade inférieur au bout de 2 mandats, c'est-à-dire que vous êtes adjoint ou député, enfin, ou maire, mais après, passer la main. Et je crois que là où on n'est pas allé assez loin, c'est que dans cette non-cumul des mandats, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver. Comment va-t-elle arriver ? Comment va-t-elle être mise en place ? Enfin, là, il y a un problème. On en parlera juste après. Olivier Pluhen, sur ces questions de rémunération, de nécessité d'avoir un job à côté, en fait, tout simplement pour vivre. Alors, juste avant, je voudrais revenir sur une petite chose qui m'a un peu étonné. Dire que l'État est intervenu pour finalement mettre fin au cumul des mandats, cela paraît poser problème, mais qui vote la loi ? Ce sont quand même les parlementaires à qui on reproche justement de cumuler des mandats. Et finalement, ce sont bien les électeurs qui indirectement ont conduit à ces réformes, certes pas en déposant leur bulletin dans l'isoloir. Enfin, mais on sent qu'il y a ce besoin de la société civile, cette demande il y a un besoin. De plus de moralité. Il y a un besoin, mais ça concerne finalement le comportement de ceux qui faisaient la loi. Donc c'était à eux de prévenir ce risque en adoptant ces comportements bien avant. Alors il y a de mauvais arguments, effectivement, la question du niveau d'indemnité, puisqu'il ne s'agit pas de rémunération, est critiquable, puisque dans ce cas, il vaut mieux effectivement réduire le nombre de collectivités, le nombre de mandats. Je crois qu'il existe en France 500 000 mandats. C'est simplement colossal. Vous voulez dire 500 000 mandats, c'est-à-dire à travers quoi ? Les conseils régionaux, les intercommunalités, au niveau national, au niveau local, 640 000. Voilà, c'est encore pire que ce que je ne le pensais. Donc ça veut dire
que, en comparaison d'autres pays, il est possible de réduire cela, surtout qu'on a un nombre de strates en termes de collectivités territoriales qui est devenu presque inimaginable. Voilà, entre les intercommunalités, les régions qui n'existaient pas, il y a quelques décennies à peine. La solution, effectivement, Donc réduire les collectivités territoriales pour évidemment réduire aussi les postes qui nécessitent de les administrer. Pascal Poirot. Oui, alors sur la réduction du nombre d'élus, là je partage l'avis aussi de M. Legal, notamment des élus nationaux. Moi, je préférerais effectivement moins de députés et moins de sénateurs. 577 députés aujourd'hui. 577 députés, ce qui est Ça fait beaucoup. partie des propositions. Et vaudrait mieux qu'il y en ait la moitié, ou 60%, enfin, en tout cas significativement moins, mais qu'ils fassent vraiment leur travail. Et pour moi, l'argument de l'ancrage local, pour moi, ce n'est pas un argument. Parce qu'il y a de multiples façons de s'ancrer localement. Par exemple, il suffit d'avoir une entreprise, une famille. Je veux dire, quand vous prenez le métro, vous voyez bien les problèmes de circulation, vos enfants à inscrire à l'école, à l'université, des démarches administratives de toute nature. Je veux dire, c'est la vie que rencontrent les administrés. Si un élu est professionnel de la politique parce qu'il a un mandat local qui lui prend énormément de temps, un mandat de député, et qu'il ne fait plus rien lui-même, parce qu'il a 5 ou 6 personnes autour de lui qui font toutes les choses pratiques pour lui, il va être aussi déconnecté, et je pense que c'est ce que reprochent d'ailleurs beaucoup nos concitoyens aujourd'hui aux hommes politiques, par rapport à un chef d'entreprise ou même un salarié d'une entreprise qui va rester ancré tout en ayant un mandat qui est compatible avec son activité. Donc, vous pouvez aussi être dans des associations, enfin je veux dire, il y a des millions d'associations en France, c'est une des grandes caractéristiques de notre pays dans lequel on peut s'investir. Donc, sous réserve effectivement que la rémunération d'un mandat politique est suffisante pour le sacrifice que ça représente sur sa vie professionnelle ou sa vie associative, moi je pense qu'effectivement il faut, réduire le nombre d'élus et d'autre part faire en sorte que les hommes politiques ne se spécialisent pas à 100% de politique, parce que c'est là qu'ils risquent de perdre le pied avec la vie réelle. Alors, il y a peut-être 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a des députés qui sont maires de petites communes, mais quand on parle de Gérard Collomb, d'hommes très charismatiques qui ont en plus de ça plein d'autres fonctions dans les intercommunalités, etc., est-ce qu'il ne faut pas séparer ces différents cas? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une loi un peu plus au cas par cas, en considérant le nombre d'habitants des communes? Parce qu'on ne parle pas de la même chose, quoi. Divers points par rapport à ça. C'est vrai que d'être député en ayant une activité... Il y a très peu de chefs d'entreprise députés. Et pourtant, ils ont toutes les compétences et les ficelles pour y arriver. Parce que maintenant, une collectivité, ça se gère comme une entreprise, hein, quoi qu'on en dise. J'ai appris ça, 140 députés qui ne renouvelleront pas leur mandat parce que ça fera leur 6e mandat d'affilée. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce qui vous choque, c'est le renouvellement des mandats. C'est extraordinaire. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui sclérose tout ce système? C'est que c'est les partis politiques, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage local, d'une tête d'affiche. Bon, cette tête d'affiche monte, mais après tout est verrouillé. C'est-à-dire que les jeunes, alors je me considère jeune en politique, et pourtant j'en fais depuis l'âge de 16 ans. Mais vous êtes aussi un professionnel de la politique, finalement. Non. Mais non, je suis chef. Mais non, je travaille. Non, je travaille à côté. Je suis délégué à Saint-Quentin. J'ai une délégation sur Saint-Quentin en Yvelines. Ça me prend du temps, mais on ne doit pas se laisser envahir non plus par un agenda. Enfin, voilà. Et on doit avoir une gestion de son propre emploi du temps. Je suis professionnel dans le sens où j'y mets beaucoup de temps, d'énergie et de conviction dans ce que je fais. Voilà. Et je pense que ça, c'est aussi important. Le jour où ça ne m'animera plus, j'arrêterai. Et je pense que beaucoup d'hommes politiques devraient en faire autant. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait toujours une petite flamme en politique. Il faut arrêter quand on n'est plus dans l'enthousiasme des débuts, quoi. C'est pour ça que le mot métier, tout à l'heure vous me disiez, il faut faire attention à ça, c'est dans le sens noble. C'est-à-dire que de cheminer réellement sa carrière politique pour obtenir à des fins, et on le voit bien là, dans cette période présidentielle, les ralliements pour avoir, mais c'est juste pour obtenir des postes.
Et c'est juste insupportable. Bien et sûr. c'est ça que les Français ne veulent plus. Voilà. Olivier Pluhen, certains disent que ça donnerait plus de poids au Parlement de vérifier que les députés sont bien là, sont assidus. Est-ce que cette idée vous semble correcte ? Oui, cela peut avoir un impact, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, généralement, les travaux parlementaires sont sur 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, et les jours restants, ils sont en circonscription, hein, justement pour opérer ce lien avec la circonscription. Mais à limite, que vous ayez un mandat local ou non, vous pouvez vous rendre en circonscription pendant ces jours, hein. Donc ce lien sera toujours nécessaire. Là où il y a une certitude, c'est qu'avec parfois une confusion entre le mandat local et le mandat national, cette image du député-maire, du sénateur-maire, les gens savent à peu près ce que fait la personne en tant que maire, en tant que président du conseil départemental, du conseil régional, mais ils ne voient pas souvent ce que fait le parlementaire. Oui, ça reste flou dans les Ça reste flou, pourtant les informations peuvent être retrouvées sur le site des assemblées parlementaires. Mais il n'y a aucune information. Je n'ai jamais vu pour ma part de député-maire, sénateur-maire, mettre dans ses tracts de campagne son bilan de parlementaire. Généralement, Pourquoi ? ça passe... Pourquoi c'est si peu visible l'activité du député ou du sénateur ? Parce que beaucoup d'administrés n'ont pas nécessairement conscience de ce que doit faire un parlementaire. Il y a quelques semaines, un député est venu faire une présentation en amphithéâtre auprès d'étudiants, je crois, de 3e année. Mmh. J'ai demandé combien d'étudiants étaient capables de dire quel était le nom de leur député. Une seule étudiante a su répondre. On a été capable. Je n'ai pas posé la question concernant les sénateurs et concernant les députés européens. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais le cumul a eu comme cet effet négatif de mettre de côté le travail parlementaire. Regardez sur le site des assemblées parlementaires le nombre de ceux qui font un véritable travail législatif, pour ne prendre que celui-ci. Vous serez étonnés. Des parlementaires qui co-signent des propositions de loi à la chaîne, vous en avez beaucoup. Des parlementaires qui déposent des amendements en propre ou des propositions de loi en propre, vous en avez peu. Et si vous prenez les propositions de loi pour aller au fond des choses... Oui. C'est leur travail, proposer des lois, déposer des amendements, c'est censé être... Entre autres, il y a 3 fonctions. C'est effectivement voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Pascal Porot. Oui, alors je rebondis sur ce que dit M. Pluhen. Là. On imagine le député, d'abord, c'est assez nébuleux, comme il le dit, surtout si la demanda, celui de maire ou de président de conseil général, va écraser l'autre dans la vision des électeurs, ce qui pose déjà un problème. Et le second, c'est que en France, on en conçoit l'action du député comme faire la loi ou participer à la construction de la loi. Alors que ce n'est pas ça. C'est ça, mais pas seulement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une inflation de lois et les 2 autres fonctions du Parlement, qui sont le contrôle de l'exécutif et l'évaluation des politiques publiques qu'on a votées l'année précédente ou les années précédentes, c'est mon opinion de citoyen, est complètement sous-effectuée. Et donc, on ne mesure pas l'action, le réel impact des lois qu'on a votées 2 ans, 3 ans, 20. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous nous dites ? Qu'est-ce que font les députés la plupart du temps ? Les députés, moi, le fait qu'il y en ait... alors, c'est vrai que c'est choquant qu'il y ait beaucoup d'absentéisme, mais ce qui me choque pas, c'est pas l'absentéisme lui-même, c'est la raison de l'absentéisme. Si la raison de l'absentéisme, c'est parce que nos députés sont en train de faire leur travail ailleurs, soit à l'étranger, pour trouver des meilleures solutions qu'on pourrait appliquer en France ou des sujets, ou parce qu'il y a une commission parlementaire qui leur demande de faire tel ou tel travail, ou qui sont dans leur circonscription pour rendre compte à leurs électeurs de ce qu'ils font et essayer de percevoir les besoins locaux pour les faire remonter au gouvernement ou au Parlement, ça ne me choque pas. Le problème, c'est que l'absentéisme est nombreux parce qu'effectivement, ils font d'autres choses qui ne sont pas du ressort de leur mandat de député. Erwan Le Gall. Ou
ou ils sont absents parce qu'ils sont dans les rouages depuis 20-25 ans et que il y a des débats qui ne les intéressent pas ou qui connaissent déjà la finalité. Donc ils ne viennent pas. Enfin, il y avait juste à voir les débats qu'il y a eu pour le mariage pour tous, débat qui a duré jour et nuit. La nuit, les gens qui sont venus débattre étaient des députés qui défendaient leur cause. Et quand à 2h du matin, vous avez des gens qui portaient leur amendement devant 12 personnes, parce que je pense qu'il faut, sincèrement, je ne vois pas ce que vous êtes en train de dire sur le cumul et le non-cumul, je ne vois pas ce que ça va changer au niveau du Parlement, puisque de toute façon, ce seront quand même 577 députés. L'idée, c'est d'avoir une plus grande présence. C'est-à-dire que je pense sincèrement que c'est un faux débat. Enfin, ça, c'est vraiment mon point de vue. Vraiment. Hein. Vous êtes là pour ça, pour l'exposer. Vraiment, je pense que c'est un faux débat parce que il y aura d'autres raisons. Parce qu'on parle sur des mandats précis député-maire, mais après, ils ont aussi d'autres fonctions qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi ou dans des conseils d'administration ou ce genre de choses. Voilà. Donc, pardon. Donc, de l'absentisme, il y en aura quand même. Malgré cette nouvelle loi, malgré cette réforme. Je pense. Olivier Pluhen, sur les exemples peut-être d'autres pays qui peuvent nous dire si ça marche ou pas? Oui, tout à fait, mais avant cela, allez-y rapidement. Il faut voir que sur l'absentéisme, un gros travail ne se fait pas dans l'hémicycle, mais en commission. Oui. Hein, donc beaucoup de débats sont tranchés en réalité en amont. Ensuite, il faut faire les choses, c'est-à-dire que là, c'est une avancée pour favoriser la présence des parlementaires et surtout favoriser le travail effectif. Hein, c'est bien plus cette question-là que celle du présentéisme. Un parlementaire qui est là pour être présent, cela n'a pas d'intérêt. Par contre, celui qui produit un travail législatif, de contrôle, voilà, c'est important. C'est une étape, effectivement, il y en a d'autres. Alors sur le droit comparé, certains pays, déjà au niveau des pourcentages, au niveau le Sénat avait fait un rapport sur la situation de 7 pays européens. La moyenne de cumul est autour de 20%. Oui, c'est ça, on est autour de 15% en Allemagne. 10% en Allemagne. 15% en Grande-Bretagne. Voilà, en France, on est autour de 75%. Absolument. 80% avec 2 mandats. 80%. Voilà. Alors, la différence est très énorme. 82% pour les députés, contre 77% pour les sénateurs, ce qui est complètement paradoxal, alors que les sénateurs représentent les collectivités territoriales, tandis que les députés représentent la nation. Et 3% pour le Royaume-Uni. Pascal Poirot, je voudrais un dernier point. Sur le cumul des mandats dans le sens, le nombre de mandats successifs. Dans les conseils d'administration des entreprises privées, enfin, en tout cas dans les codes de bonne conduite, ce n'est pas toujours appliqué, un administrateur ne peut être considéré comme indépendant après, en général, 2 mandats de 5 ans ou 2 mandats de 6 ans, c'est-à-dire après 10 ou 12 ans. Après, on considère qu'il est vraiment trop dans son moule pour pouvoir avoir le recul nécessaire et la réflexion nécessaire pour faire son travail correctement. Si c'est vrai pour une entreprise privée, combien plus ça devrait être vrai pour la France? Donc il faudrait prendre modèle sur la gouvernance d'entreprise. Il faudrait prendre en tout cas certaines choses de la gouvernance d'entreprise et en tout cas les bonnes pratiques qui ont fait leur preuve et qui sont applicables dans le cadre de la politique. Erwan Le Gall, sur l'élu du futur, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de la société civile? Comment vous l'imaginez? Je ne suis pas anti-société civile, mais... les gens appellent ça. Hein. Oui, mais ça pose ses limites et on le voit localement. C'est-à-dire que lorsque vous devez prendre une décision et on dit, on fait de la démocratie participative, on se rend bien compte que ça pose ses limites, vraiment. Parce que tout le monde veut gouverner, mais une fois qu'on confie les commandes, il n'y a plus personne. D'ailleurs, pour preuve, depuis 2014, il n'y a jamais eu autant de démissions d'élus locaux. Voilà. Donc ça, c'est une preuve. Les responsabilités sont Donc, je pense importantes. qu'il faut avoir un schéma où il faut entendre la société civile, très clairement. Je pense que l'État doit entendre ce qui gronde au niveau de la France, et puis être vraiment courageux. Là, je reviens sur le cumul, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir peut-être supprimer les départements, parce qu'on voit que... Mais réduire réellement la masse, parce qu'il faut être plus efficace, efficient, et coller ça à un système d'entreprise, moi, ça me va très bien. Voilà. Olivier Pluhen, juste un dernier mot avant Pascal Poirot, sur comment vous imaginez l'avenir pour les élus?
Alors, Rapidement. Juridiquement, l'avenir, c'est souvent le passé. Sur la question du cumul des mandats, la Constitution de l'an 1, celle de l'an 3, celle de 1848 prévoyait que les députés n'aient pas le représentant de la circonscription, mais de la nation. Il y a beaucoup de règles qui existaient déjà par le passé. Qu'on a oublié d'appliquer. Qu'on a oublié d'appliquer, puis il y a eu cette complexification du fait... après la Première République, du passage effectivement à la monarchie de Juillet. Administratives qui se sont accumulées. Oui, on a complexifié les choses. Vous croyez à plus de société civile ou pas? On peut revenir à plus de société civile sans nécessairement complexifier les choses. Par exemple, sur cette idée sur laquelle la société civile peut conduire à faire évoluer la loi en matière de cumul des mandats, c'est revenir à des bons comportements. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi aux parlementaires de s'interroger. Ce sont aux élus, aux dirigeants politiques de se poser les questions. Il est quand même étrange qu'en 2017, on soit encore dans cette idée d'onction, non pas d'onction divine, mais d'onction du suffrage. Pascal Poireau, oui, vous aurez le dernier mot. Plusieurs choses. Rapidement. D'abord, un parlementaire, enfin, c'est marqué dans l'article 27 de la Constitution, le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Donc moi, l'élu du futur, je voudrais que ce soit quelqu'un qui soit indépendant, et même si à un moment, il a été obligé de prendre une étiquette d'un parti pour être élu, il faut qu'il vote en son nom propre et non pas sur ordre de son parti, ce qui se fait actuellement est quasiment anticonstitutionnel dans bien des cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur votre question sur la société civile, moi je pense qu'effectivement, il faut probablement plus de 109, mais attention, les collectivités locales, ça se manie pas quand même comme une entreprise. Et il faut donc... Alors moi, évidemment, je suis connaisseur des deux parce que j'ai conseillé les collectivités locales pendant 30 ans. Mais j'ai vu des chefs d'entreprise qui n'ont pas trop bien réussi dans leur métier de politique parce qu'ils ont sous-estimé la façon de s'adapter au management d'un acteur public. Donc votre solution, en 2 mots? Eh bien, statut de l'élu, formation... il faut probablement qu'il y ait plus de gens, du privé qui viennent, mais à ce moment-là, il faut leur prévoir un retour dans la sphère privée. Alors qu'aujourd'hui, les fonctionnaires ont un avantage pour se lancer, puisqu'ils ont un parachute que d'autres métiers n'ont pas. Et ça, il faudra vraiment aller plus loin que le non-cumul des mandats, en ayant un vrai statut de l'élu, à mon avis, pour qu'ils puissent faire leur métier dans de bonnes conditions. D'accord, des allers-retours entre la sphère publique et la sphère privée. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Merci, très bonne soirée.